la Ligue des Nations est apparue, et il y a eu comme un renouveau d'espoir. Aussi énormément de progression des droits civiques, le droit de vote pour les femmes dans beaucoup de pays, des droits syndicaux, une bien meilleure organisation de la société civile. Mais en même temps, une montée de la défiance, avec les idéologies totalitaires qui se sont développées, le nazisme et le communisme. En 1945, la confiance a gagné encore plus avec la création de l'ONU et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et surtout une chose qui était inconcevable en 1918, c'est le pardon apporté aux vaincus. Ça, c'est une idée qui n'existait pas en 1918. L'idée, par exemple, de la réconciliation franco-allemande. Ça, c'est quelque chose dont les gens en France, après 1918, étaient tout à fait incapables. Pourtant, ce que l'Allemagne avait fait était bien plus atroce, en fait. Mais les mentalités avaient changé. L'idée de se réconcilier en profondeur avec l'ennemi de toujours était là. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux pays, ces enfants terribles, sont devenus, ont créé un mariage de raison qui a entraîné tout le reste de l'Europe. On peut dire la même chose des relations entre le Japon et les États-Unis. C'était deux pays qui s'étaient battus pendant 100 ans dans le Pacifique, et jusqu'à l'explosion nucléaire. Et ensuite, ils ont créé le plus fort partenariat bilatéral au monde. Donc, il y a eu, après 1945, des formes de confiance tout à fait inédites. Mais il y a eu aussi, après 1948, une montée de nouveaux périls. Je vais venir à cela et à cette histoire de la mère et de ses deux fils. Regardez par exemple cette déclaration de MacArthur en 1945. C'était après la reddition du Japon. MacArthur, en fait, a combattu les Japonais de toutes ses forces, et comme vous le savez, il a ensuite été reconnu comme un héros au Japon, parce qu'il a fait plusieurs gestes d'une grande clémence. D'abord, il est allé voir l'empereur, et c'est lui qui a demandé que l'empereur ne soit pas exécuté. Il a aussi demandé que le minimum de généraux japonais soit exécuté. Très très peu, bien moins que les criminels de guerre nazis. Bien plus. Très souvent, quand il se promenait, les gens lui demandaient d'amener un revolver. Il disait, mais il y a plein de gens qui veulent vous tuer au Japon. Il a dit, certainement pas. Je connais les Japonais, aucun d'entre eux ne va vouloir me toucher. Et il a fait beaucoup de gestes qui ont été très appréciés au Japon. En particulier de donner la constitution actuelle à ce pays et beaucoup d'autres droits. Vous voyez la prophétie qu'il a prononcée à l'époque. Aujourd'hui, les canons se sont tus. Une grande tragédie a pris fin. Une grande victoire a été remportée. La mort ne tombe plus du ciel. Les mers ne sont plus ouvertes qu'au commerce. Le monde entier est installé dans la paix. La mission sacrée a été accomplie. Depuis l'aube des temps, les hommes aspirent à la paix, mais les alliances militaires, l'équilibre des puissances, la confédération de nations ont tous échoué, ne laissant d'autre issue que la guerre. Nous avons eu notre dernière chance. Le débat fondamental est théologique et passe par un sursaut spirituel et un amendement de la nature humaine qui iront de pair avec nos progrès incomparables en sciences, en art et en littérature et toutes nos acquisitions matérielles et culturelles des 2 derniers millénaires. Ce n'est que par l'esprit que nous sauverons la chair. Ensuite, il fait allusion à l'événement qui avait tout déclenché. C'est l'arrivée du commodore Perry au Japon. Le Japon était resté fermé pendant 2 siècles, ne gardant des relations qu'avec les Pays-Bas. Et c'est le commodore Perry qui a forcé les Japonais à s'ouvrir au commerce. C'est un épisode qui est peu connu ici en Europe, mais qui a été fondamental parce que à ce moment-là, le Japon s'est ouvert et le shogunat est tombé. C'est-à-dire que tout le système féodal du Japon s'est écroulé. Et à ce moment-là, le Japon a épousé inconditionnellement les valeurs occidentales. Le slogan, c'était « Quitter l'Asie pour rejoindre l'Occident ». Mais le Japon a eu un mimétisme très dangereux, en fait. Et c'est là qu'on parle justement, tout à l'heure, on parle des imitations. C'est-à-dire que le Japon, aveuglé par la puissance occidentale, a bâti un système totalitaire de plus en plus terrifiant. C'est ce qu'il appelait la grande prospérité asiatique. Et donc ce pays a fasciné tous les peuples d'Asie, surtout après la victoire de Tsushima en 1905. Tous les peuples asiatiques étaient fascinés par le Japon.
jusqu'à ce que le Japon asservisse tous ses voisins, la Corée, le Japon, toute l'Asie du Sud-Est. Et donc, MacArthur fait allusion à ça. Près d'un siècle plus tôt, Matthew Perry avait débarqué au Japon pour inaugurer une ère de lumière et de progrès, en l'arrachant à son isolement et en l'ouvrant à l'amitié, aux métiers et aux affaires du monde. Hélas, avec les connaissances puisées à la science occidentale, fut forgé un instrument d'asservissement. Nous veillerons à ce que le peuple japonais soit affranchi de cet esclavage. L'énergie de la race japonaise, convenablement dirigée, permettra une expansion verticale plutôt qu'horizontale. La perspective d'un nouveau monde émancipé a pénétré dans le bassin du Pacifique. Aujourd'hui, la liberté a pris l'offensive. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que toute l'énergie japonaise qui avait été investie dans la guerre, dans l'impérialisme, s'est investie dans l'économie. Et le Japon a fait école. C'est-à-dire que ce qu'il avait essayé de créer par la guerre, c'est diffusé par l'exemple. Tout ce qu'on appelle les dragons asiatiques, la Corée, Singapour, Taïwan, en fait, se sont inspirés du modèle japonais. Et il faut espérer, dans le meilleur des scénarios, que c'est cela qui va finir par, je dirais, contaminer l'Asie du Nord-Est. Actuellement, c'est la région du monde de la plus grande défiance. C'est la région du monde la plus peuplée, bientôt la plus riche, et c'est ce qu'on appelle le futur centre de gravité des affaires mondiales. La région qui se trouve entre Pékin, Shanghai, Tokyo et Séoul. C'est là qu'il y a le plus de richesse mondiale, c'est là qu'il y aura bientôt le plus de pouvoir. Tout le pouvoir va aller de Washington vers cette région. Nous allons irrémédiablement vers une civilisation pacifique centrée sur cette région. Donc, dans le meilleur des cas, il faut que les valeurs diffusées dans cette région par le monde occidental arrivent à s'imposer, en se mélangeant aux valeurs asiatiques. Sinon, ce sont les valeurs chinoises qui finiront par s'imposer. Donc, c'est une question qui est très actuelle pour nous tous. Maintenant, je voudrais parler de l'occasion manquée d'étendre la confiance. En 1945, il y a eu des déclarations très très fortes. Un espoir finalement d'arriver rapidement à la société idéale. Il y avait un enthousiasme incroyable quand l'ONU a été créée. Les gens pleuraient en fait, tellement ils étaient inspirés par la beauté des discours qui étaient prononcés, la ferveur. Les gens se disaient, nous allons vraiment vers un monde de paix. C'en est fini de la culture de la guerre. Et il a manqué des occasions entre 1945 et 1948. Regardez ce qui s'est passé en 1948. Certainement l'une des années les plus tragiques du XXe siècle. Ici, j'ai montré une photo de Alma Mater, la mère nourricière. Et en fait, nous allons voir le rôle de la Grande-Bretagne à l'époque et l'occasion manquée. Finalement, ce n'est pas Alma Mater, mais finalement, du sein maternel sont sortis des conflits nucléaires. En 1948, il y a eu plusieurs partitions très graves dans le monde. Et trois impliquent la Grande-Bretagne comme nation colonisatrice. La Grande-Bretagne qui était un peu l'alma mater dans plusieurs régions du monde, en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. Et dans les trois cas, le dénouement a été très tragique. Je ne pense pas que ce soit la faute des Anglais, en fait. Bon, bien sûr, ils ont leur responsabilité. C'est plutôt la faute du monde entier qui est passé à côté d'une occasion. On peut dire que la Grande-Bretagne était en position de Ève, ou de mère pour ses anciennes colonies. Et en 1947, ça a été la partition de l'Inde et du Pakistan, qui ensuite est devenue une des régions les plus nucléarisées du monde. En 1948 aussi, la partition d'Israël, enfin la naissance d'Israël et la partition donc, entre Israël et la Palestine, autre région qui est devenue nucléaire. Enfin, la proclamation de l'apartheid en mai 1948, aussi une région où les armes nucléaires sont apparues. Dans le même temps, le Japon, qui avait occupé la Corée pendant 40 ans, a laissé une péninsule divisée en deux, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc nous avons 4 cas en fait, où la nation Ève, la nation mère, laisse un conflit très très violent entre deux parties.
un conflit tellement violent que la seule issue est nucléaire. Ce ne sont pas des guerres classiques. Ce sont des conflits si grands entre voisins immédiats, très très proches, très intimes, que la seule solution envisagée est l'arme nucléaire. Et en même temps, en 1948, c'est là que le rideau de fer est tombé en Europe, après le coup de Prague. Voici un petit peu la chronologie. Alors, ici, dans le cas de l'Inde, il y a la figure de Gandhi. Gandhi qui était une sorte de figure maternelle. C'était un homme très très doux, et il s'était forcé, après avoir la conviction qu'il allait mettre les Anglais dehors, sa grande hantise était la relation entre les deux jumeaux de l'Union indienne, la majorité hindoue et la minorité musulmane. Gandhi était convaincu que l'Inde devait rester unie. Il a fait des efforts incroyables lui-même pour unir les hindous et les musulmans. Et il n'a jamais pu surmonter la défiance de Jinnah. Alors ce qui est très curieux, c'est que Nehru, l'hindouiste, et Jinnah étaient tous les deux, alors ça c'est vraiment des fils de la Grande-Bretagne. Ils parlaient un anglais parfait, ils avaient tous les deux été à Oxford, il n'y avait pas plus british. Ils avaient été nourris du lait maternel britannique. Et bien sûr, ils voulaient l'indépendance par rapport à la Grande-Bretagne, mais ensuite, Jinnah n'a jamais eu confiance dans Nehru. Il disait, pas possible, jamais les hindouistes ne vont nous laisser la part qui nous revient. Et Gandhi a eu beau donner des gages incroyables, Jinnah n'en croyait rien. Et c'est ce climat de défiance incroyable qui a entraîné ce que Gandhi a appelé tragiquement la vivisection de l'Inde. Pour lui, c'était comme si le sein maternel était coupé en deux. Gandhi l'a très mal supporté, c'était en 1947. Et à ce moment-là, il a confié à des amis, je sens que je vais mourir bientôt. Lui-même était tellement écœuré, il avait remporté plein de victoires dans sa vie. Et là, il s'est dit que finalement sa fin était proche. Comme vous le savez, il a été assassiné par un fanatique hindouiste en janvier 1948. Plus tard, comme vous le savez, l'Inde s'est dotée de l'arme nucléaire, et le Pakistan aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est la remarque de Ali Bhutto, le Premier ministre du Pakistan en 1974. Il y a une bombe hindoue, une bombe juive et une bombe chrétienne. Il doit aussi y avoir une bombe islamique. Donc en fait, on est aussi dans cette problématique du choc des civilisations, c'est que chaque religion va avoir sa bombe. En février 1948, il y a eu ce qu'on appelle le coup de Prague. En fait, on l'a oublié, mais c'est en grande partie ça l'origine du rideau de fer. Parce que jusqu'au coup de Prague, le sort de l'Europe était incertain. Aujourd'hui, on est habitué à cette idée que le rideau de fer est tombé brusquement. En fait, jusqu'en 1948, le sort était très indécis. Les soviétiques n'étaient pas tout à fait libres de faire ce qu'ils voulaient dans leur zone. Il y avait beaucoup de flottements. Et la Tchécoslovaquie était de loin le pays de l'Est qui était le plus démocratique. Et en fait, il y a eu un coup de force des communistes en février 1948, et peu de temps après, ce qu'on appelle le rideau de fer est tombé en Europe. Il est resté pendant 40 ans. Le 10 mai 1948 a eu lieu la proclamation de la République de Corée du Sud, donc avec une partition définitive des deux Corées, précédemment occupées par le Japon. 2 ans après cette proclamation, la guerre de Corée a fait 3 millions de morts. 16 pays se sont battus, la guerre a failli devenir mondiale, et finalement, l'arme atomique a failli être utilisée en Corée. Aujourd'hui, vous savez que c'est l'une des régions les plus nucléarisées de la planète. Il y a plein d'ogives nucléaires dans cette région. Le 14 mai 1948, donc 4 jours après la création d'Israël, ça a été, la création de la Corée, la proclamation de l'État d'Israël. Après moult hésitations de l'ONU, etc., beaucoup de catastrophes diverses. Et dès le lendemain, la première guerre israélo-arabe, suivie de guerres en 56, 76, 73 et des différentes intifadas. Et aussi l'apparition de l'arme nucléaire en Israël, avec les idées que ça donne finalement à d'autres pays de la région. Le 26 mai 1948, contre toute attente, Jan Smuts, qui était l'un des fondateurs de la Ligue des Nations et le principal rédacteur du préambule de la Charte des Nations Unies, a été battu aux élections en Afrique du Sud. Et c'est son adversaire protestant, Daniel Malan, un pasteur en fait, qui a été élu. Et qui aussitôt a proclamé l'apartheid, c'est-à-dire la séparation absolue des races en Afrique du Sud.
Donc nous avons une année 48 où tous les pays qui avaient été sous domination soit britannique, soit